Je m'appelle Amélie. J'ai 28 ans. Et voici l'histoire de comment une seule phrase a transformé l'œuvre de ma vie en lot de consolation pour quelqu'un d'autre. Au début, cela semblait inoffensif, presque doux, le genre d'excuse que les familles enrobent d'amour pour que la blessure soit plus polie. Le temps que ma mère finisse de la prononcer, 3 700 000 € de sang, de sueur et de nuit blanche avaient discrètement changé de main. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas renversé de table ni menacé de poursuites judiciaires. J'ai souri, signé là où elle me l'a dit, et je suis parti comme si je quittais simplement une réunion qui avait trop duré. En apparence, c'était la fin de l'histoire, la fille forte qui s'efface parce qu'elle s'en sortira, et la fragile qu'on enveloppe dans une entreprise qu'elle n'a jamais bâtie. Ce que ma mère ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à voir des chiffres qui ne collaient pas, des lignes de crédit apparues de nulle part, de vagues coups d'expansion qui sentaient plus le désespoir que la stratégie. Le jour où j'ai quitté ce bureau, mon nom était encore emmêlé dans des documents que je n'avais jamais vus. Et quelque part, sous l'image de Marc Soigné, quelque chose de les commençait à pourrir. 30 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère, même sonnerie, poids différent. Je l'ai regardé vibrer sur mon bureau, dans mon nouveau studio à moitié vide, entouré d'échantillons de peinture et de briques nues au lieu de murs de verre et de comptoirs d'accueil. Je savais déjà dans les grandes lignes ce qu'elle fuyait. Je ne savais simplement pas jusqu'où elle s'attendait à ce que je la poursuive pour elle. J'ai répondu quand même. Sa voix m'est parvenue en fragments brisés, imprégnés de panique. S'il te plaît, sauve Chloé. Elle ne va pas bien. Les appels, les lettres, la banque. Tu dois arranger ça. Tu sais comment tout ça fonctionne. Ça y était de nouveau. Ce vieux réflexe enfoui dans son ton. Tu es la forte. Tu es celle qui répare les pots cassés. Tu es le filet invisible sous chaque chute. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que cette fois, le filet avait un couteau dans les mains. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous verrez comment cette seule phrase a non seulement coûté à ma famille un empire de 3 700 000 €, mais a aussi transformé mon silence en la vengeance la plus acérée que je pouvais offrir. Je ne me suis pas réveillé un matin avec une entreprise de plusieurs millions d'euros et une pile de contrats. La première version de mon rêve tenait sur une serviette en papier taché de café que j'ai gardé pliée dans mon portefeuille pendant des années. Je l'ai dessinée pendant un service de nuit dans un magasin de meubles, en équilibre sur un tabouret entre les retours et les clients qui s'ennuyaient, esquissant de minuscules salons et cuisines comme d'autres griffonnent des fleurs. Cette serviette a senti le café brûlé et le parfum bon marché pendant si longtemps qu'elle est devenue une sorte de talisman, la preuve que je voulais autre chose, assez fort pour le dessiner dans les marges d'un emploi sans avenir. À partir de là, ce fut une ascension lente et acharnée, consultation gratuite, projet sous-facturé pour des gens qui en parleraient à leurs amis, week-end passé à transporter des meubles au lieu de sortir. Mon premier portfolio était un patchwork de faveurs et de petites victoires. À 23 ans, j'avais mon premier vrai bureau, à peine plus grand qu'un placard, mais peint dans les couleurs que j'avais choisies. À 26 ans, j'avais une équipe, une liste d'attente et une réputation à Lyon. Si Amélie prend votre projet, elle ne le laissera pas échouer. En dehors du bureau, l'histoire était moins flatteuse. Dans ma famille, l'effort et le résultat n'étaient pas la monnaie la plus importante. Ma mère adorait raconter mon succès à ses amis, mais à la maison, les éloges empruntaient un chemin différent. L'urgence la plus bruyante est toujours celle qui retient l'attention, et c'était rarement la mienne. Le souvenir le plus clair n'est pas celui de 10 faveurs différentes, c'est une scène précise que je ne peux pas effacer de mon esprit. J'avais 21 ans, je fixais cette même serviette sur la table de la cuisine, expliquant comment on m'avait offert une place dans un programme de design compétitif à l'étranger, le genre de programme qui ouvre des portes dans ce secteur. Les frais de scolarité étaient couverts. J'avais juste besoin d'aide pour les frais de subsistance des premiers mois. Sur le comptoir à côté de moi se trouvait une pile de factures impayées au nom de ma sœur, Chloé, carte de crédit, paiement de voiture, des choses qu'elle appelait des problèmes temporaires, et que ma mère appelait, ce sont les aléas de la vie. Ma mère a pris la serviette, a souri au croquis et l'a reposée doucement. Tu es forte, Amé, dit-elle. Tu trouveras une solution. Chloé. Elle a besoin de plus d'aide. Elle a plus de choses sur les épaules. La force aurait dû être un compliment dans notre maison. Je la ressentais comme une malédiction. Plus j'étais forte, plus il devenait facile de décider que je pouvais vivre sans ce qu'il n'aurait jamais osé lui refuser. Je suis resté. Je ne suis pas parti à l'étranger. J'ai déversé cette déception dans mon travail, dans l'entreprise qui porterait un jour mon nom sur la porte.
Nous n'avons plus jamais parlé de ce choix. Mais chaque fois que ma mère balayait l'une de mes réussites d'un « tu t'en sortiras » et se précipitait pour colmater une autre brèche dans la vie de Chloé, cette serviette brûlait un peu plus fort dans ma mémoire. Des années plus tard, quand l'entreprise a finalement décollé, ma mère a commencé à utiliser une nouvelle expression, héritage familial. Elle le disait au dîner, pendant les fêtes, devant des parents éloignés qui hochaient la tête d'un air approbateur. Nous construisons quelque chose qui restera dans la famille, disait-elle, comme si nous étions tous d'accord sur ce que « nous » signifiait. Elle voyait les clients, les récompenses, les articles de magazines. Elle voyait le calendrier de réservation qui ne semblait jamais avoir assez d'espace blanc. Ce qu'elle ne voyait pas, ou choisissait de ne pas voir, c'était l'arithmétique silencieuse derrière tout cela, chaque projet décroché parce que je restais tard, chaque relation que je construisais de zéro, chaque risque qui réussissait parce que je le soutenais avec ma propre réputation. Les gens aiment idéaliser l'idée d'une entreprise familiale. Cela sonne chaleureux, sûr, enveloppé de tradition. Mais si la définition de « famille » change chaque fois que quelqu'un a besoin d'être secouru, sur quoi bâtissez-vous exactement ? Cette question ne s'est pas transformée en mots jusqu'au jour où ma mère m'a demandé de la retrouver dans un restaurant pour parler de l'avenir de l'entreprise. À l'époque, je pensais que nous allions enfin nous asseoir à la même table, d'égal à égal. Je suis entré, portant le blazer que j'avais acheté après avoir signé mon premier contrat à plus d'1 million d'euros, la serviette tachée de café nichée comme un secret dans mon portefeuille. Je n'avais aucune idée qu'à la fin de ce repas, la serviette ressemblerait moins à un symbole de mon rêve qu'à la preuve d'un crime. Le restaurant était l'un de ces endroits avec un éclairage tamisé et une musique douce, le genre de cadre que les gens choisissent pour les grandes nouvelles qu'ils veulent habiller d'élégance. Ma mère l'avait choisi parce que, tu mérites un endroit agréable, mais cela ressemblait plus à une mise en scène qu'à une célébration. Elle était déjà assise à mon arrivée, les doigts enroulés autour d'une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. La vapeur s'était dissipée. Le thé avait refroidi. Ce détail m'a marqué plus tard, un étrange petit miroir de tout ce qui allait suivre. « Regarde-toi » dit-elle alors que je m'asseyais, son regard balayant mon blazer, ma sacoche d'ordinateur, l'épuisement que j'essayais de cacher. « Tu as trop travaillé. » Pendant un instant, je me suis laissé croire que nous étions du même côté. J'ai commencé à parler du nouveau projet d'hôtel, du potentiel d'expansion, de la façon dont notre boîte de réception débordait. J'ai exposé des idées pour l'embauche, pour affiner notre marque, pour enfin déménager dans un espace à la hauteur de ce que nous étions devenus. Elle a écouté, hochant lentement la tête, puis a posé sa tasse avec un léger cliquetis qui a brisé mon enthousiasme. J'ai réfléchi à l'avenir de l'entreprise, dit-elle, faisant écho aux mots de son texto. À l'héritage familial, encore cette expression, elle flottait entre nous comme une réplique répétée. Je veux qu'elle soit en sécurité, a-t-elle poursuivi. Stable. Pas si dépendante d'une seule personne. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que cette seule personne, c'était moi. J'ai parlé de mettre en place des systèmes, de former des responsables, de diversifier notre clientèle. Elle a secoué la tête doucement, comme si j'étais passé à côté de l'essentiel. Tu es incroyable dans ce que tu fais, a-t-elle dit. Mais tu as toujours été la plus forte. Tu n'as pas besoin du même filet de sécurité qu'eux. Elle a hésité, laissant l'autre nom en suspens, mais nous l'avons toutes les deux entendu. Il y a des gens dans cette famille qui ont davantage besoin de sécurité. L'atmosphère a changé. La pièce n'est pas devenue plus froide, mais c'était tout comme. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un dossier papier épais, onglet formel. Je connaissais ce genre de dossier. C'était le même que je voyais lors des réunions avec les investisseurs et des signatures de contrats. Voici les documents, a-t-elle dit. Nous avons travaillé avec les avocats. Tout restera dans la famille, la marque, les clients, tout. Nous ne faisons que changer la personne qui porte la responsabilité. J'ai ouvert le dossier. Mon nom était partout imprimé, intégré, enfilé dans des clauses que je ne reconnaissais pas. Vers la fin, j'ai vu un terme qui m'a noué l'estomac, restructuration du contrôle. En dessous, une traduction simple, je n'étais plus la propriétaire. On m'offrait un rôle de consultante, si je le voulais. Ça n'a aucun sens, ai-je dit, bien que ma voix soit sortie plus calme que je ne le pensais. C'est moi qui ai bâti ça. J'ai pris les risques. C'est moi qui signe des contrats à 2 heures du matin pendant que tout le monde dort. Et c'est exactement pour ça que tu t'en sortiras, a-t-elle répondu. Tu sais comment construire. Tu as ce don.
certaines personnes ne l'ont pas. Elles ont besoin de quelque chose qui est déjà debout pour se maintenir à flot. Sur la table entre nous se trouvait sa tasse intacte, la surface du thé reflétant la lumière du plafond comme un minuscule miroir tremblant. Mon esprit est retourné dans notre cuisine, des années auparavant, cette serviette tachée de café, la façon dont mes rêves avaient été reportés pour qu'une autre crise puisse être gérée en premier. Même scénario, accessoires différents. Une pensée affreuse s'est glissée dans mon esprit, dans cet héritage familial, qui était réellement l'héritier, et qui avait simplement fait le travail de construction? En parcourant les pages, un autre détail a attiré mon attention, une nouvelle ligne de crédit, approuvée récemment, utilisant les actifs de l'entreprise comme garantie. La justification était vague, expansion future et flexibilité opérationnelle. C'était le genre de phrase qu'on utilise quand on espère que personne ne demandera où l'argent est réellement allé. Pourquoi ne m'a-t-on pas parlé de ça, ai-je demandé en tapotant la page. Elle a balayé ma question d'un geste de la main. Des détails techniques. Les avocats s'en sont occupés. Tu n'as pas besoin de te stresser pour chaque petit détail financier. Il s'agit de ce qui est le mieux pour la famille. Le mieux pour la famille. Les mots avaient un goût amer. Si c'était vraiment pour nous toutes, pourquoi avais-je l'impression d'être la seule à qui on demandait de disparaître? Je sentais un rire monter dans ma gorge, cassant et aiguisé. Pendant une seconde, j'ai failli le laisser sortir. Au lieu de ça, j'ai fermé doucement le dossier. Donc le plan, ai-je dit, c'est que je cède l'entreprise que j'ai bâtie, que je m'efface et que je fasse confiance à cet héritage pour prendre soin de gens qui ne sont jamais restés éveillés avec moi pour la maintenir en vie. Et je suis censé être reconnaissante parce que je suis assez forte pour repartir de zéro. Ses yeux se sont remplis d'une sorte de surprise blessée, comme si ma réaction était la véritable trahison. Ce n'est pas une punition, a-t-elle insisté. C'est un équilibre. Tu as toujours voulu ton propre chemin, ta propre identité. Cela te libère pour le faire. Nous gardons l'entreprise là où elle doit être. Tout le monde y gagne. Tout le monde, apparemment, sauf la personne qui avait donné naissance à cette entreprise en premier lieu. Là, dans ce restaurant sombre, avec le thé refroidi entre nous et mon nom éparpillé dans des contrats comme un filigrane, la forme de la vérité s'est finalement imposée. Quand ma mère disait « héritage familial », elle ne parlait pas de nous toutes. Elle parlait de l'histoire qu'elle se racontait depuis des années, celle où j'étais la bâtisseuse fiable et quelqu'un d'autre était sous les projecteurs. J'ai fermé le dossier et j'ai réalisé que cette réunion n'était pas une discussion. C'était la présentation d'une décision prise sans moi. Le seul choix qui me restait était de décider quelle sorte de fin j'écrirais pour moi-même à l'intérieur de cette histoire. Si le restaurant était la représentation, le salon était l'autopsie. Quelques jours après cette réunion, ma mère a insisté pour que nous en parlions, en famille. La maison était comme d'habitude, des photos encadrées sur les murs, le vieux canapé affaissé au milieu, la faible odeur de nettoyant au citron accrochée à tout. Décor familier, enjeux inédits. Les contrats reposaient sur la table basse, le même dossier du restaurant, maintenant légèrement usé sur les bords. Ma mère rôdait près de lui, redressant des pages qui n'en avaient pas besoin. Elle n'arrêtait pas de répéter une phrase comme un sortilège, nous le gardons simplement dans la famille. Plus elle le disait, plus les mots semblaient froids. Si la famille était vraiment la raison, pourquoi étais-je soudainement positionnée comme l'étrangère? Comment une structure peut-elle revendiquer la cohésion tout en poussant son architecte principal par la petite porte? J'ai repris le dossier, cette fois en lisant plus lentement. Au milieu du jargon juridique, cette même ligne de crédit me fixait. De l'argent frais, injecté dans l'entreprise sur la promesse de bénéfices futurs. Un hameçon discret, profondément ancré dans les fondations que j'avais posées. Plus je regardais ces dates, plus il devenait clair que cette transition avait été planifiée bien avant que je sois invité à la table. Pourquoi ne m'a-t-on pas parlé de ce prêt, ai-je demandé. La mâchoire de ma mère s'est crispée. Parce que c'est technique, et nous ne voulions pas te stresser. On ne cache pas des choses à un partenaire commercial pour ménager ses sentiments. On les cache parce qu'on sait qu'il dirait non. Une colère lente a commencé à monter. Pas le genre qui explose, mais celui qui s'empile, brique par brique. Chaque, tu t'en sortiras. Chaque, tu es forte. Chaque fois que mes besoins étaient reportés parce que la crise de quelqu'un d'autre criait plus fort. Tout cela superposé dans ce moment, où mon entreprise entière était déplacée comme une pièce sur un échiquier. Elle a fait un geste vers les contrats. Signe, et cela reste à nous. Ton travail,
ta marque, tout ce que tu as bâti reste dans la famille. C'est ce qui compte. Le paradoxe était presque élégant. La « famille » était à la fois la justification pour m'effacer et le bouclier qu'elle brandissait quand je tressaillais. Si je résistais, j'attaquais la chose même à laquelle je m'étais dit pendant des années que j'appartenais encore à moitié. J'ai regardé autour de moi dans le salon, les photos des fêtes où j'étais arrivé en retard des chantiers, couvertes de poussière et d'excuses. Dans presque chaque cadre, j'étais légèrement sur le côté, penché, à moitié flou. Le centre des photos était toujours le même, les histoires plus bruyantes, les crises plus désordonnées, les gens qui avaient besoin de plus. Une pensée a fait surface, plus silencieuse que la colère mais plus lourde. Si je signais, est-ce que je participerais à ma propre suppression? Et si je refusais, est-ce que je ne ferais que troquer cette suppression contre une nouvelle identité? L'enfant ingrat et égoïste qui a abandonné sa famille pour de l'argent. Certains pensent que la vengeance commence par la rage. Pour moi, elle a commencé par une ligne que j'ai tracée dans mon esprit, fine et invisible, entre ce que je leur devais et ce qu'ils n'avaient aucun droit de continuer à exiger. Ma mère s'est lancée dans un autre discours sur le sacrifice et l'unité, sur la façon dont nous devons parfois laisser partir ce que nous aimons pour le bien commun. Elle parlait comme si elle aussi perdait quelque chose, comme si le poids de tout cela était réparti équitablement. Mais les chiffres n'étaient pas d'accord. Le risque lié à cette nouvelle ligne de crédit n'était pas d'accord. La façon dont mon nom apparaissait sur certains documents, comme s'il avait toujours été destiné à se glisser discrètement dans un rôle de garant, n'était absolument pas d'accord. La vengeance, pensais-je, pourrait simplement être le choix de cesser de participer à une histoire qui vous consume sans jamais vous nourrir en retour. « Vas-tu signer » a-t-elle demandé, la douceur de son ton commençant à s'effilocher. J'ai pris le stylo. La pièce semblait trop petite, l'air trop épais, mais ma main était stable. J'ai signé le transfert qui me coupait de l'entreprise que j'avais bâtie. Je n'ai rien signé qui me plaçait comme co-emprunteuse sur la nouvelle dette. Ces papiers n'étaient pas sur la table. Du moins, pas encore. Alors que l'encre séchait, ma mère a poussé un soupir qui semblait presque soulagé. « Tu verras » a-t-elle dit. « Ce sera mieux pour tout le monde. » Pour tout le monde, avait toujours été une catégorie étrangement sélective dans cette maison. Je suis sorti de ce salon avec ma copie des documents et une promesse silencieuse pliée sous mes côtes. Je ne passerai pas le reste de ma vie à pardonner à des gens qui ont confondu mon endurance avec mon consentement. S'ils essayaient un jour de me ramener dans les décombres qu'ils construisaient sans moi, ma réponse ne serait pas celle à laquelle ils étaient habitués. À l'époque, je pensais que cette promesse n'était qu'un serment privé. Je ne savais pas que, quelques semaines plus tard, elle deviendrait la seule barrière entre moi et une catastrophe portant mon nom. La première fois que quelqu'un a qualifié mon absence de manœuvre de pouvoir, j'étais assise en face de Julien dans un petit café qui sentait exactement comme le magasin de meubles où j'avais dessiné mes premiers projets. La boucle est bouclée, a-t-il plaisanté. Table différente. Même fille têtue avec trop d'ambition et pas assez de soutien. Toi, partir, a-t-il dit en remuant sa boisson. C'est peut-être la chose la plus retentissante que tu aies jamais faite. J'ai reniflé. J'avais plutôt l'impression de m'effondrer en privé. Il a secoué la tête. Tu sous-estimes le silence. Ils ont passé des années à supposer que tu accourais chaque fois qu'ils crieraient. Cette fois, tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas rien. Il avait raison. Mais je ne comprenais pas entièrement à quel point il avait raison jusqu'à ce que nous commencions à rembobiner comment nous en étions arrivés là. Rembobinons de quelques semaines. L'annonce officielle de la transition a été publiée sur le site web et les réseaux sociaux de l'entreprise. Une photo soignée de ma mère et de ma sœur dans l'un de nos projets phares, tout en sourire et en lumière douce. La légende parlait d'un « nouveau chapitre passionnant dans notre entreprise familiale ». J'étais mentionné en une seule ligne, Amélie Dubois se retire pour poursuivre des projets créatifs personnels. Se retirer, comme si j'avais simplement décidé de prendre de longues vacances. J'ai essayé de détourner le regard, de me concentrer sur mon nouveau studio vide. Des murs nus, des bureaux de location, une poignée de panneaux d'échantillons appuyés contre la brique. Mais Internet se moque de ce que vous essayez d'ignorer. Des clients ont commencé à m'envoyer des messages. Un client de longue date m'a envoyé un texto, « Salut, es-tu toujours impliqué là-bas ?» Quelque chose semble bizarre. Un autre a écrit, « Nous avons signé en nous basant sur ton nom. » Maintenant, personne ne répond aux emails. Est-ce que ça va?
Leurs mots mêlaient frustration et loyauté d'une manière qui blessait et guérissait à la fois. Mon instinct était d'accourir, de régler les choses en coulisses, de préserver la marque que j'avais bâtie même si mon nom n'était plus sur la porte. Cet instinct était exactement ce qui avait été exploité pendant des années. Alors, au lieu de revenir en rampant, j'ai répondu honnêtement mais prudemment. J'étais parti. Je recommençais à zéro. Je leur souhaitais le meilleur. Mais s'ils voulaient mon travail, ce devrait être avec mon nouveau studio. À mes conditions. Certains se sont éloignés. Certains ont dit qu'ils y réfléchiraient. D'autres sont revenus en quelques jours, en colère après des délais manqués et des promesses non tenues, soudainement plus disposés à suivre la personne qui avait obtenu les résultats qu'ils aimaient plutôt que l'étiquette qui les encadrait désormais. Plus j'entendais d'histoires design à moitié finies, budgets explosés, appels esquivés, plus cela devenait clair. Mon absence n'était pas un petit vide. C'était un gouffre. Puis sont venues les rumeurs sur l'argent. Un fournisseur a mentionné que des factures restaient impayées. Un entrepreneur s'est plaint que les chèques arrivaient en retard et avec des montants incorrects. Personne n'avait de preuve de quoi que ce soit d'illégal, mais le schéma était familier, trop de promesses, trop de dépenses, en supposant que quelqu'un d'autre les tirerait d'affaire. C'est au milieu de cette tempête grandissante que Julien m'a traîné prendre un café. Il me connaissait depuis la rénovation de mon premier appartement, quand je facturais à peine plus que le coût et priais pour que quelqu'un aimassait le résultat pour en parler à ses amis. Il avait vu l'ascension. Il avait vu le sacrifice. J'ai observé, a-t-il dit, les mains autour de sa tasse. Ils se servent de ta réputation tout en la détruisant de l'intérieur. Combien de temps vas-tu les laisser utiliser ton ombre pour couvrir leur désordre? J'ai fixé la table, le mince cercle que sa tasse avait laissé sur le bois. Qu'est-ce que je suis censé faire? Revenir en courant et offrir des consultations gratuites? Non, a-t-il dit sèchement. Tu construis quelque chose de nouveau. Et tu le fais si bien que quiconque y prête attention peut voir exactement où le vrai talent est allé. Il s'est penché en arrière, m'étudiant. Il voulait la coquille de ton entreprise sans la substance. Laisse-la leur. Prends la substance et recommence. Voilà, c'était dit plus clairement que je n'avais osé le penser. L'absence transformée en arme. Non pas en les attaquant directement, mais en créant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imiter. Ça semble mesquin, ai-je marmonné. Ça semble juste, a-t-il corrigé. D'ailleurs, est-ce une punition si tout ce que tu fais est de montrer la vérité? Cette question s'est logée quelque part au fond de moi. Si le succès exposait naturellement les personnes qui avaient tenté de voler sa source, était-ce de la vengeance ou simplement la gravité qui faisait enfin son travail? Moins d'une semaine après ce café, j'ai signé le bail du loft industriel qui allait devenir mon nouveau studio. Au plafond, briques apparentes, éclairage horrible. Au début, ça n'avait l'air de rien. Ça avait l'air de la liberté. J'ai épinglé la vieille serviette tachée de café au mur près de mon bureau, juste à côté d'une feuille de papier vierge. Ancien rêve, nouveau départ. Cette fois, il n'y aurait pas de nom de famille partagé sur les actes de propriété. Juste le mien. Recommencer à zéro a fait mal de toutes les manières prévisibles. L'argent était plus rare, le filet de sécurité plus mince, les heures de travail encore plus longues qu'avant. Mais pour la première fois depuis des années, chaque nuit blanche ressemblait à un choix fait pour moi, pas pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Studio Amélie Dubois, mon nom seul, sans propriété partagée, a commencé comme un murmure dans un marché bruyant. J'ai envoyé un email à une poignée de clients en qui j'avais confiance, non pas avec une histoire larmoyante, mais avec une invitation. Je prends un nombre limité de projets, et j'écris. Studio plus petit, attention plus ciblée. Si vous voulez le genre de travail que nous faisions avant sans le chaos auquel vous avez été confrontés dernièrement, j'adorerais en parler. Certains ont dit non. Certains n'ont pas répondu. Assez ont dit oui. Nous avons commencé avec ce que nous pouvions gérer, un loft en centre-ville, la rénovation d'une maison familiale, un café-boutique qui devait donner l'impression d'une évasion. J'ai tout documenté, des vidéos avant-après, des timelapses de rouleaux de peinture et d'installation d'éclairage, de courts clips de clients pleurant de joie en voyant leurs espaces terminés sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais mentionné mon ancienne entreprise par son nom. Je n'en avais pas besoin. Les commentaires comblaient le vide. Alors c'est là que la magie est partie. Pas étonnant que l'autre endroit semble différent maintenant. Ça explique pourquoi notre dernier projet s'est effondré. Pendant ce temps,
les gens qui étaient restés dans mon ancienne entreprise ont commencé à partir au compte-gouttes. Une ancienne chef de projet a demandé à me rencontrer. Elle s'est assise dans mon bureau à moitié meublé, se tordant les mains. Il continue d'utiliser ton nom en réunion, a-t-elle dit, en disant aux clients que tu es toujours en arrière-plan, approuvant tout. Mais ils prennent des raccourcis, manquent les délais, et maintenant il y a des rumeurs sur l'argent. Ça ne semble pas juste. S'ils étaient prêts à se servir de ma réputation comme ça en conversation, que faisaient-ils sur papier? La réponse est arrivée lors d'une conférence professionnelle quelques mois plus tard. J'ai failli ne pas y aller. Je me sentais comme une usurpatrice assise à une table ronde intitulée « Les femmes qui redéfinissent le design », mais l'invitation était arrivée avant la transition, et les organisateurs m'avaient supplié de ne pas annuler. J'ai donc enfilé le même tailleur que j'avais porté pour présenter mon premier grand projet d'hôtel, un rappel silencieux de tout ce que j'avais déjà surmonté, et je suis entré dans une salle de bal d'hôtel remplie de gens qui pensaient connaître mon histoire. Pendant une pause, alors que je jonglais avec une assiette de hors-d'œuvre et des conversations de politesse, un homme en costume gris conservateur s'est approché de moi. Il s'est présenté comme un représentant d'un groupe d'investissement spécialisé dans le développement d'entreprises créatives. Nous avons rencontré votre mère il y a quelque temps, a-t-il dit. On nous a dit que vous étiez toujours très impliqué. Les mots ont eu l'effet d'un glaçon le long de ma colonne vertébrale. Il a glissé un mince dossier sur la table haute. Je pense que vous devriez voir ça. À l'intérieur se trouvaient des états financiers, des contrats, et un document qui m'a donné la chair de poule. Une ligne de crédit considérable, approuvée après mon retrait, désignant mon ancienne entreprise comme emprunteur. Et sur la ligne du garant, mon nom. Ma signature flottait au-dessus de la date, nette et assurée. J'ai su instantanément que ce n'était pas la mienne. Elle était proche. Les boucles étaient similaires. L'inclinaison était presque correcte. Mais il y avait une raideur dans le paraphe, une tentative appliquée au lieu d'une mémoire musculaire. Quiconque l'avait signé connaissait assez bien mon écriture pour l'imiter, mais pas assez bien pour l'incarner. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles, mais ma voix est restée égale. « Où avez-vous eu ça ?» ai-je demandé. « De votre mère » a-t-il dit. Elle a longuement parlé de garder l'entreprise dans la famille, de comment vous seriez toujours là pour garantir son avenir. Les chiffres depuis lors sont préoccupants, des paiements manqués, une comptabilité créative. Quand nous avons commencé à creuser, certains d'entre nous se sont demandé si vous saviez même que cela existait. Le monde s'est rétréci au papier dans ma main, cette promesse falsifiée me liant à des dettes que je n'avais jamais acceptées. À cet instant, toute illusion restante que cela avait été une transition mal avisée mais aimante et morte. Ce n'était pas simplement du favoritisme ou un mauvais jugement. C'était de la fraude, enrobée dans le langage de la famille. Je n'avais aucune connaissance de ce prêt, ai-je dit. Je n'ai pas signé ça. Je suis parti avant que ces papiers ne soient rédigés. Il a observé attentivement mon visage, puis a hoché la tête comme s'il venait de confirmer une hypothèse. C'est ce que nous suspections, a-t-il répondu. Il va y avoir une réunion avec les autres investisseurs et le conseil d'administration. Nous avons besoin de clarté. Nous aimerions que vous soyez là. Pendant qu'il parlait, un calme étrange s'est installé en moi. Pendant des années, ma force avait été utilisée comme une justification pour supposer que j'absorberais chaque coup en silence. Maintenant, cette même force allait tout mettre en lumière. Dans l'avion du retour, je regardais par le hublot et je pensais à l'équation qui avait fonctionné en arrière-plan de ma vie. Ils ont utilisé mon nom pour renforcer leur crédibilité, mon travail pour attirer des clients, ma résilience pour excuser chaque décision injuste. S'ils étaient prêts à falsifier ma signature pour obtenir plus d'argent, que s'était-il dit d'autre avoir le droit de faire? S'ils avaient emprunté mon identité pour maintenir leur maison debout, était-ce vraiment cruel de construire ma propre maison plus haut et de laisser la leur s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges? Le temps que ma mère appelle, me suppliant de sauver ma sœur, les dégâts étaient déjà faits. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je venais de sortir d'une salle de conseil où chaque mensonge qu'ils avaient enrobé de « famille » avait été mis à nu, révélant ces chiffres bruts et laids. La réunion a eu lieu dans une salle de conférence aux parois de verre, au 20e étage. La ville s'étendait sous nous comme un rappel que les réputations peuvent paraître solides de loin, même lorsqu'elles s'effritent de près. Autour de la table se trouvaient des investisseurs, quelques clients clés et 2 avocats qui dégageaient le genre de calme qui pousse les gens à avouer. Au bout de la table étaient assises ma mère et ma sœur,
toutes deux semblant plus petites que je ne les avais jamais vues, vêtues de tenues qui essayaient trop fort de dire « Nous contrôlons la situation ». L'homme de la conférence a ouvert la réunion. Il a projeté des copies des documents de prêt falsifiés sur un écran, la courbe noire de ma fausse signature a grandi pour que tout le monde la voie. « Nous sommes ici pour résoudre une divergence », a-t-il dit. Ces prêts ont été obtenus sous l'affirmation qu'Amélie Dubois restait une garante active des obligations de cette entreprise. Elle dit qu'elle n'a pas été informée, n'a pas consenti et n'a pas signé. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai parlé une seule fois, clairement, calmement. J'ai expliqué quand j'étais parti, ce que j'avais signé et ce que je n'avais pas signé. J'ai décrit comment j'avais découvert la falsification. Je n'ai pas spéculé sur les motifs. Je n'ai accusé personne nommément. J'ai simplement posé les faits sur la table, comme des preuves. Quand j'ai terminé, l'attention de la salle s'est tournée vers ma mère. Au début, elle a fait ce qu'elle faisait toujours, elle a eu recours au charme. Elle a parlé de malentendus, du fait qu'elle supposait qu'Amélie ferait toujours partie de nous, d'un malentendu familial monté en épingle. Mais le charme n'équilibre pas les comptes, et les sentiments ne corrigent pas les registres. Les avocats ont demandé qui avait ordonné la rédaction des documents. Ils ont demandé qui les avait signés. Ils ont demandé où l'argent était allé. Cette dernière question fut celle qui a vidé la salle. Une quantité déprimante du prêt n'était pas du tout dans l'entreprise. Il avait été siphonné vers des choses étiquetées, relations clients, et séminaires opérationnels, qui ressemblaient beaucoup à des frais de scolarité privée, des vacances de luxe et un nouveau SUV. Le reste avait été jeté dans des expansions bâclées et des décisions de sureffectif prises avec la confiance de personnes qui croyaient que si les choses tournaient mal, quelqu'un de plus fort interviendrait pour réparer. À un moment donné, ma sœur a essayé de parler. Nous pensions qu'Amélie ne verrait pas d'inconvénient, a-t-elle dit. Elle a toujours dit que nous étions dans le même bateau. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu de ce qu'elles avaient fait. Elles avaient pris ma volonté passée de me sacrifier et l'avaient transformée en un chèque en blanc. Les investisseurs ne l'ont pas bien pris. À la fin de la réunion, leur décision était claire. Le financement était retiré. Des options étaient explorées pour récupérer ce qui pouvait l'être. Les conséquences juridiques n'étaient plus une menace lointaine. Elles étaient une réalité imminente. J'ai quitté cette pièce avec deux choses, la libération d'une dette qui avait failli m'être accrochée au cou et une place au premier rang pour assister à l'effondrement qui était désormais inéluctable. Je n'avais pas fait tomber le bâtiment. Je m'étais simplement écarté du mur contre lequel il s'était trop appuyé. Ce qui nous ramène à l'appel téléphonique. Il est arrivé 2 jours plus tard, juste après que j'ai terminé une visite sur un nouveau projet. J'étais de retour dans mon propre studio, entouré de panneaux d'échantillons et du bourdonnement d'une équipe qui me faisait confiance parce que je n'avais jamais utilisé leur nom sur quoi que ce soit à quoi ils n'avaient pas consenti. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran. J'ai failli laisser sonner. Presque. Quand j'ai répondu, sa voix était déchirée. Ils nous ferment, a-t-elle sangloté. La banque, les investisseurs, tout le monde. Ta sœur s'effondre. Elle fait des crises de panique. Elle ne dort presque plus. Elle n'arrête pas de dire que tout est fini. On pourrait perdre la maison. S'il te plaît, tu dois nous aider. Si tu reviens, si tu prends le relais, si tu leur parles, peut-être qu'ils nous donneront une autre chance. En arrière-plan, j'entendais quelqu'un pleurer plus fort le son étouffé et désespéré d'une personne qui vient de réaliser que la falaise qu'elle croyait être une marche. Il fut un temps où ce son m'aurait arraché à ma propre vie sans hésitation, où j'aurais accouru avec un ordinateur portable et un plan, prêt à porter tout le monde sur mon dos à nouveau. Mais je venais de regarder une salle pleine de gens lire des preuves de la façon dont mon nom avait été utilisé sans ma permission. Je venais d'entendre ma sœur dire de sa propre bouche qu'elle avait supposé que je ne verrais pas d'inconvénient. Le plaidoyer de ma mère déformait l'histoire comme elle l'avait toujours fait. Nous ne parlions plus de fraude et d'usurpation d'identité. Nous parlions de famille, de Chloé, de chaque levier émotionnel qui avait jamais été actionné pour transformer ma force en une ressource à laquelle elles avaient droit. Pendant un instant, la culpabilité et la fureur se sont disputées l'espace dans ma poitrine. Puis quelque chose de plus silencieux a prévalu. La clarté. Vous leur avez dit que j'étais derrière les prêts, ai-je dit. Vous avez utilisé mon nom pour obtenir de l'argent que je n'ai jamais accepté. Et maintenant, tu veux que j'intervienne et que je fasse tout disparaître? Elle a reniflé, sur la défensive même à travers ses larmes. Nous pensions que tu comprendrais. Nous l'avons fait pour la famille,
pour la stabilité. Tu as réussi maintenant. Tu peux gérer ça. Elle ne peut pas, ça y était. Le vieux scénario dans sa forme la plus brute. Ta force est notre filet de sécurité. Maman, ai-je dit, tu as un jour décidé que ce que j'avais bâti appartenait à quelqu'un d'autre parce que tu pensais qu'elle en avait plus besoin. Tu as appelé ça l'équité. Tu as appelé ça l'amour. Puis vous avez utilisé mon nom pour maintenir cette décision à flot. Vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé. Et maintenant que ça coule, tu me demandes de me noyer avec vous pour ne pas avoir à affronter le fond seul. Le silence s'est étiré sur la ligne. J'y entendais chaque moment où je m'étais laissé cataloguer comme la personne fiable, la réparatrice, celle qui rentrerait toujours à la maison quand on l'appelait. Tu laisserais vraiment Chloé tout perdre, a-t-elle murmuré. Dans une autre version de cette histoire, cette question serait le point de rupture. J'accourais. Je négocierais avec les banques, j'assumerais des dettes, j'engagerais des avocats, j'intégrerais ma sœur dans mon studio et je me dirais que le martyr était la même chose que la loyauté. Dans cette version, celle que j'écris enfin pour moi-même, cette question a révélé une vérité différente. Chaque fois que je les sauvais des conséquences de leur choix, je leur apprenais qu'elle n'aurait jamais à changer. Je ne lui fais rien perdre, ai-je dit. Elle l'a fait quand elle a pris ce qui était à moi et a dépensé de l'argent qui n'était pas le sien, en supposant que mon nom absorberait le choc. Tu as aidé. Je choisis simplement de ne pas être le bouclier cette fois-ci. Elle s'est remise à pleurer, plus doucement maintenant, comme si elle comprenait enfin que ses outils habituels ne fonctionnaient pas. Alors, tu n'aideras pas, a-t-elle dit. Je ne prendrai pas sa dette, ai-je répondu. Je ne signerai rien. Je ne la ferai pas entrer dans mon entreprise. Je t'enverrai par texto le numéro d'un avocat qui pourra vous aider à négocier et d'un thérapeute qui pourra l'aider à surmonter ça sans se détruire. Ce sont les seules bouées de sauvetage que je propose. Tu es devenu cruel, a-t-elle murmuré. Peut-être que c'est ce que ça donnait de son point de vue, la source de chaque sauvetage de dernière minute qui se retire soudainement, les bras croisés. De mon point de vue, dans un studio que j'avais reconstruit à partir de rien 2 fois maintenant, cela ressemblait moins à de la cruauté qu'au fait de rendre enfin le poids de leur choix aux personnes qui les avaient faits. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps debout devant le mur où j'avais épinglé cette vieille serviette tachée de café des années auparavant. À côté se trouvait un nouveau croquis, un espace beaucoup plus grand que nous allions rénover, un projet qui propulserait mon studio dans une nouvelle catégorie. La serviette ne me semblait plus être la preuve d'un rêve volé. Elle me semblait être la première page d'une histoire qui avait pris un long et brutal détour par la trahison pour revenir à quelque chose que j'aurais dû revendiquer plus tôt, ma propre valeur, indépendamment de qui avait le plus besoin de moi. Les gens aiment les morales bien nettes. Alors, voici ce que j'ai de plus proche. Ma mère a un jour justifié le don de mon entreprise par une seule phrase qui m'a transformé en soutien de fond pour la vie de quelqu'un d'autre. Cette phrase a ouvert une porte qui a mené directement à des mensonges financiers, un effondrement juridique et un appel téléphonique auquel elle n'aurait jamais imaginé que je répondrais par autre chose qu'un sauvetage. Finalement, je n'ai pas crié. Je ne les ai pas poursuivis en justice jusqu'à la ruine. Je n'ai pas incendié leur maison. J'ai fait quelque chose de bien pire à leurs yeux, je les ai laissés vivre dans la vérité qu'ils avaient construite, et j'ai avancé vers une vie où être forte ne signifiait plus être disponible pour être utilisée. Si c'était vous, debout entre la famille qui a toujours supposé que vous la sauveriez et l'avenir que vous vous étiez enfin taillé, auriez-vous choisi le sauvetage ou la police?